Salut toi, je suis en train de faire ma valise pour partir aux Canaries et honnêtement ça me rend ouf. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai autant galéré à faire une valise. J'ai des trucs accrochés, posés partout et en même temps j'ai l'impression de pas du tout savoir quoi faire, donc j'ai décidé de faire une pause pendant que j'ai encore un peu de lumière du jour pour te filmer une vidéo parce que on en a parlé il y a pas si longtemps que ça sur Instagram. Je t'avais demandé quels étaient tes freins ou les blocages qui font que toi personnellement tu ne pars pas en vacances. Je m'adressais évidemment aux personnes qui voulaient partir en voyage ou en vacances et qui ont peur ou qui ont quelque chose qui les bloque, et je voudrais parler de ça. Ce que je peux te dire déjà de base, c'est que les raisons qui bloquent la plupart d'entre vous sont les mêmes. Ça se divise vraiment en quelques trucs vraiment précis et évidemment j'ai pas la solution miracle pour que tout le monde parte en voyage tout le temps. Si je l'avais, vous vous doutez bien que je ne filmerais pas cette vidéo depuis la chambre de mes parents en France, mais je me suis dit que peut-être avec la petite expérience que j'avais, je pouvais vous en parler. Le premier truc que j'ai remarqué par contre, et je tenais à le dire, je sais pas si c'est moi qui ai mal formulé ma question, je parlais de ce qui vous bloque pour partir en vacances de manière générale. Ça peut être voilà, juste de partir pour un week-end ou de partir l'été ou quand vous avez des congés. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes considèrent que voyager c'est que quand tu pars pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an quelque part. Et je pense que le premier truc à faire, c'est il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'une seule manière de voyager. Il faut arrêter de se dire que tu vois l'Australie ça se visite uniquement si tu y vas pendant 1 an pour bosser, parce que c'est pas vrai du tout. Tu peux aller en Australie 1 mois et passer des vacances absolument formidables. Moi c'est ce que j'avais fait la première fois que j'étais en Australie. Et je pense qu'il faut arrêter de genre minimiser même l'importance des week-ends. Je veux dire, partir, si moi je pars maintenant un week-end à Bruxelles, je considère ça comme un voyage, c'est un autre pays. Mais même si je partais à Lyon alors que j'ai jamais été à Lyon, ben c'est un voyage aussi. Et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux et tout, on te parle tellement de voyage, genre il faut que ce soit ouf et il faut que ce soit dans un hôtel 5 étoiles et il faut ceci et il faut cela et il faut que tu sois complètement dépaysé et il faut que ça coûte au moins 2000 €. Et c'est pas vrai, il y a tellement de trucs que tu peux faire qui sont ultra cool et qui coûtent pas forcément cher. C'est pour ça que j'avais commencé ma série de vidéos sur un week-end dans les villes européennes à moins de tant et tant d'euros parce que, enfin je sais pas, je me dis que moi quand je peux pas faire un grand voyage, ben, je préfère en faire plusieurs petits qui coûtent peut-être rien, que c'est peut-être que une nuit par-ci, une nuit par-là, mais je trouve ça trop cool. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va passer à vos questions. Un truc que j'avais beaucoup, c'était la barrière de la langue. Alors, la barrière de la langue, je sais pas trop par où commencer. Si vous avez peur que votre anglais n'est pas suffisant, il faut se dire que c'est pas dramatique. Dans le sens où je sais que c'est facile à dire pour moi parce que moi je parle anglais de manière quasiment bilingue. Je n'ai absolument aucun problème à me faire comprendre quand je suis dans un pays anglophone. Par contre, je ne parle absolument pas le thaïlandais et ça m'a pas du tout empêché de partir en vacances en Thaïlande. Et les Thaïlandais, eux, ils parlent pas vraiment anglais. Donc tu fais avec Google Translate, tu fais avec les pieds et les mains et en fait tu t'en sors. Il faut savoir que la plupart des pays, et surtout je vais dire les pays d'Asie du Sud-Est parce que c'est honnêtement l'impression que moi j'ai eu là-bas, et ben tu t'en sors quand même sans parler anglais, parce que les gens ont tellement envie de t'aider. C'est voilà, à grands coups de Google Translate sur le téléphone et tu montres avec les doigts ce que tu veux. Et franchement je trouve que la langue c'est pas si difficile. C'est pareil, il y a plein de trucs où si tu penses que tu vas galérer à cause de la langue, en fait tu peux tout gérer avant. Tu peux louer tous tes hôtels sur Booking, du coup t'as juste besoin d'arriver, de donner ton passeport et ils te donnent ta clé de chambre. Genre t'as pas besoin de communiquer, t'as déjà payé, t'as déjà réservé. Si tu te déplaces en... Je reprends l'exemple de la Thaïlande, l'équivalent de Uber là-bas ça s'appelle Grab, et donc c'est un service où nous on s'en servait beaucoup. En Thaïlande je m'en suis servi à Bali aussi. En gros bah comme Uber, la voiture vient te récupérer et t'emmène là où tu veux, mais comme tu utilises l'application et tu rentres toi-même ta localisation, là où est ton téléphone, et ton adresse d'arrivée, comme tu le rentres dans le téléphone, t'as pas besoin de communiquer à l'oral avec la personne si tu veux pour lui expliquer où tu veux aller. Tu fais tout sur ton téléphone. Donc après bien sûr tu vas lui dire bonjour ou voilà, tu vas lui sourire etc. Mais je veux dire, tu peux pas te... Le mec va pas t'emmener au mauvais endroit parce que t'as pas su lui dire où tu voulais aller, puisqu'en fait tout est fait par l'application. Je pense que les téléphones c'est quelque chose de très pratique et il faut juste vraiment oser s'en servir. Et puis si t'as vraiment peur de galérer, je sais pas, commence par des lieux peut-être un peu plus proches de chez toi, commence par l'Angleterre. Je te promets qu'avec Google Translate, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Il y a tellement de personnes qui ne
parle pas anglais et qui voyage, ok. Ma copine Clémence ne parlait pas un mot d'anglais. Genre c'est la première à dire qu'elle est mauvaise en anglais. Maintenant elle a fait d'énormes progrès depuis qu'elle commence à voyager un peu plus. Il y a quelques années, je crois que c'était son premier gros voyage, elle est allée du coup au Canada. Elle est allée à Québec parce qu'il parlait français. Elle avait envie de voyager dans un endroit où il parle français. Elle est partie à Québec, c'était une expérience absolument dingue pour elle. Je sais qu'elle m'en parle souvent. Et depuis on est allés ensemble en Nouvelle-Zélande. On est allés ensemble récemment à Porto. Elle de son côté elle voyage aussi énormément. Et elle essaye. Elle a peut-être pas un anglais parfait, mais elle essaye. Je me souviens quand on était en Nouvelle-Zélande, elle s'était préparé des phrases à l'écrit avec est-ce que je pourrais avoir ceci ou combien ça coûte, est-ce que je peux payer par carte, etc. C'est tout des phrases qu'elle a prévues avant et du coup moi je la laissais parler, j'essayais après quand on était toutes les deux, je la corrigeais ou je lui expliquais comment dire telle ou telle chose, etc. Mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, c'est en parlant anglais qu'on devient meilleur en anglais. Et il faut arrêter de croire que les gens ils arriveront pas à comprendre parce que le langage corporel même est déjà tellement expressif que c'est pour moi pas une vraie raison pour pas voyager, on va dire ça comme ça. Ensuite, un autre truc que j'ai eu beaucoup, c'était la timidité, la solitude. Voyager seul, c'est pas forcément pour tout le monde. Je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément la chose... Bah, moi ça me dérange pas, je comprends, je conçois que certaines personnes peuvent ne pas aimer. Mais il y a tellement d'opportunités pour trouver quelqu'un avec qui tu pourrais voyager. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle We Are Backpackers, il y en a un autre c'est Girls Love Travel. Et souvent, il y a aussi, je crois, voyager entre copines. Il y a plusieurs groupes où vraiment, si tu as vraiment envie d'aller quelque part, que ce soit un week-end ou quoi, tu vas pouvoir trouver des gens qui sont dans le même cas, qui n'ont pas envie d'y aller toute seule. Et du coup, eh ben, à plusieurs, à pas vouloir y aller toute seule, vous ne serez pas toute seule. Par contre, j'avais fait toute une vidéo sur le fait de voyager seule et honnêtement, je pense pas que tu restes seule longtemps parce que je prends l'exemple de l'Australie mais ça vaut pour tout et n'importe quoi. En Australie, il y a plein de groupes Facebook, les Françaises à Perth ou les Françaises à Sydney, les Françaises à Brisbane, les Français, t'es pas obligé d'avoir qu'un groupe de nanas mais il y a ça tout le temps. Et c'est pareil, quand tu arrives quelque part, le nombre de posts qui disent hey salut je suis nouvelle, je viens d'arriver à Perth, je connais personne, qui veut aller boire un verre avec moi, les autres nanas, il y a forcément quelqu'un qui va dire oh cool ouais on va boire un verre, on va aller à la plage, etc. Et la timidité honnêtement dans ces moments là je sais que c'est difficile mais tu la combats tout seul parce que t'as pas envie de rester tout seul, donc tu postes un post sur Facebook, si quelqu'un te dit ok cool on se rejoint, et ben t'y vas, et une fois que la personne elle est là avec un grand sourire, ben la timidité genre c'est fini, tout le monde est dans le même cas et c'est ça qu'il faut se dire. Et je sais que... Enfin, et voilà, il y a plein de gens qui voyagent seuls, ça veut pas du tout dire qu'on est seul toute la journée, tout le long. Je me suis jamais fait autant de potes qu'en voyageant seule en Australie et je sais que si j'avais voyagé avec mon ex comme c'était prévu à la base, on serait resté entre nous, j'aurais fait beaucoup moins de rencontres et j'aurais beaucoup moins de nouveaux potes, que ce soit australiens ou les autres backpackers que j'ai rencontrés. Donc la timidité, eh ben... ça se travaille, et la solitude c'est pareil, on n'est pas vraiment seul. Dans une auberge de jeunesse d'ailleurs tu n'es jamais seul à part éventuellement quand tu te douches. Peut-être aussi quand tu vas au WC, et encore parfois les parois sont tellement fines. Et c'est d'ailleurs un gros problème de jamais être seul, donc c'est vraiment pas la solitude qui pose problème. Bah, je comprends le problème mais j'ai envie de vous dire que si vous vous lancez vous verrez que c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Après, il y a le côté du coup solitude qui est plus moral, mais j'ai eu aussi quelques messages comme celui-ci, qu'il m'arrive un gros souci et personne pour m'aider. Alors, je sais que ça fait peur de se dire que voilà tu pourrais être au milieu de la Thaïlande toute seule et il t'arrive un truc et il faut que tu ailles à l'hôpital, etc. Ce qu'il faut savoir c'est déjà qu'il y a des assurances voyage à prendre. Moi j'étais chez Chapka et d'ailleurs là pour mon prochain voyage je retourne avec Chapka, ce qui fait que t'es pas tout seul, enfin je veux dire au moins t'as quelqu'un que tu peux appeler. Pour Chapka en Australie par exemple, s'il m'était arrivé un truc grave et que j'avais dû être hospitalisée, je sais que Chapka paye l'aller-retour pour que mes parents puissent venir me voir à l'hôpital en fonction de la gravité de la situation évidemment. Moi j'ai eu de la chance que ça me soit pas arrivé, j'ai pas eu de trucs graves. Ma copine Lisa par contre pendant sa première année en Australie elle a fini à l'hôpital, elle avait eu un...
Je crois que c'était un bouton de moustique qui en fait s'était infecté et ça l'a mais complètement mise en vrac quoi. Et elle était en train de prendre un train ou un bus de nuit, blablabla, bref, elle est arrivée à l'auberge et elle ne tenait même plus debout tellement elle avait de la fièvre et tout. Elle est allée directement aux urgences et elle est restée à l'hôpital pendant 5 jours. C'est sûr que c'était pas facile, mais elle a survécu, elle en parle maintenant en rigolant et puis je sais pas, les personnes qui disent ça, je sais pas comment est votre vie le reste du temps. Moi je sais que là maintenant je vis chez mes parents, s'il m'arrive un truc c'est cool. Avant ça je vivais genre à Orléans, il y avait que mon ex avec moi, s'il m'était arrivé un truc mes parents auraient pas forcément pu venir me voir à l'hôpital tout de suite non plus parce qu'il y avait 7 heures de route. Évidemment il y a toujours le oui mais et si oui ça pourrait arriver, mais soyons honnêtes, pourquoi ça arriverait? À part si tu as des problèmes de santé maintenant où tu sais que c'est un risque, dans ce cas je comprends, il faut peut-être parler avec ton médecin, voir, et éventuellement dans ce cas ne pas partir voyager toute seule si c'est vraiment un gros risque. Mais si tu es en pleine santé et que dans les derniers 15 ans il t'est rien arrivé de dramatique, je sais pas pourquoi ça t'arriverait forcément en voyage, tu vois. Et après comme dit, si ça arrive, tu fais comme si t'étais en France, tu vas à l'hôpital, tu te fais soigner puis tu continues ton voyage après. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et je sais qu'il y a des gens qui ont probablement eu des trucs qui étaient vraiment graves et je cherche pas à minimiser ça, mais ce que je veux dire c'est que ça arrive quand même assez rarement et on va dire, je sais pas, 95% des voyages se passent parfaitement bien et sans souci, et du coup c'est peut-être pas une raison de se bloquer de voyager, peut-être commencer par des week-ends de 2 jours. 2-3 jours et rallonger un peu jusqu'à ce que tu aies confiance que ça n'arrive pas. Ok, ensuite un gros point c'était évidemment l'argent, et je comprends qu'on n'a pas tous le même salaire et on n'a pas tous les mêmes dépenses. Comme dit, en ce moment je suis de retour chez mes parents donc je ne paye pas de loyer, je n'ai plus de voiture. J'ai une voiture en Australie. Donc en fait si, je paye quand même une assurance voiture sur une voiture que je ne peux pas utiliser. Je comprends effectivement que l'argent c'est quelque chose qui bloque énormément parce que je sais que beaucoup de destinations sont chères. Je sais aussi par contre que beaucoup de destinations sont pas chères, et je sais aussi que moi personnellement le voyage c'est une grosse priorité dans ma vie et que je fais tout pour pouvoir voyager. Ça veut dire que j'accepte des jobs de graphiste qui font que je reste réveillée jusqu'à 1h30 du matin et que je m'arrache les cheveux tellement les gens sont chiants, mais ça paye, et je me dis que 20 balles c'est 20 balles, 50 balles c'est 50 balles, tout l'argent que j'ai je peux le dépenser en voyage. Ça veut dire aussi que dans ma vie de tous les jours je limite à fond les dépenses, quitte à ce que tout le monde dans mon entourage pense que je suis une personne très proche de mes sous, parce que je ne vais pas souvent au restaurant, je ne sors pas, je ne vais pas en boîte, je ne fume pas. C'est assez rare que je m'achète des nouveaux habits. Genre les derniers habits que je me suis achetés, c'était que des trucs pour le voyage. Je me suis acheté un kawaii, je me suis acheté 2 leggings techniques. C'est des trucs comme ça en fait. Au contraire, au lieu d'acheter des habits, je suis constamment en train de regarder mon placard et de me dire que ce t-shirt ça fait tant et tant de temps que je l'ai pas porté, je le vends. Je comprends qu'on n'a pas forcément tous des rentrées d'argent, mais je sais qu'on est énormément à avoir énormément de bazar chez nous. Et quand je dis bazar, je veux dire des trucs que t'as mis dans un carton, que tu n'as pas regardé depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Toutes ces choses là, ça a une valeur, tu peux les revendre, que ce soit sur Facebook, sur Marketplace, sur Le Bon Coin, sur Vinted, et on s'en rend pas compte. Mais moi honnêtement, quand je suis rentrée d'Australie, je voulais vider les affaires qui restaient encore chez mes parents parce que mes parents déménagent. Et j'avais au grenier plus de 3 cartons de fringues que j'avais à vendre sur Vinted. J'ai presque tout vendu, des 4 cartons complets qui débordaient que j'avais, il m'en reste un qui ne déborde pas, donc je n'y suis pas encore, mais je me suis fait je pense bien plus de 100 ou 150 € en revendant mes affaires, et 150 € ça couvre déjà quelques nuits d'hôtel à Bali si tu veux mon avis. Donc
Comme dit, je sais qu'il y a des personnes qui font déjà très attention et qui arrivent quand même pas à joindre les deux bouts et je suis désolée, je n'ai pas de solution miracle pour se faire de l'argent. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour voyager autant et comment je fais pour avoir tant d'argent, etc. Sont des personnes qui, elles, ont une vie sociale très développée, qui vont tout le temps boire des coups et tout le temps faire la fête et qui ont tout le temps les nouvelles palettes de maquillage, etc. Et moi ça me ferait plaisir d'avoir du beau maquillage, mais voilà, j'en ai pas, j'en ai très peu et c'est un choix à faire, c'est une question de priorité et c'est comme ça. Une fois qu'on a pris le pli de dépenser de moins en moins, ça vient de plus en plus facilement. On m'a dit aussi que ce qui bloquait une certaine personne, c'était de dire à ses proches qu'elle veut partir seule, réussir à se débrouiller. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de problèmes avec le fait de dire à mes proches parce que mes parents ont l'habitude et mes parents sont assez ouverts. Ils nous ont envoyés en colo quand on était plus jeunes. Bien que ma mère aimerait que j'ai un CDI et un appart quelque part, elle comprend aussi que j'ai envie de bouger et surtout elle sait que je suis majeure et que tant que j'arrive à subvenir à mes besoins et tant que j'arrive à me débrouiller, elle n'a pas vraiment son mot à dire. Enfin je veux dire, elle est contente pour moi quand je pars et puis voilà, si je pouvais pas me le permettre je ne partirais pas, mais pour moi les proches en fait ont rien à dire à partir du moment où tu es majeur et vacciné. Tu es la seule personne qui peut influer sur tes décisions, donc si les parents ils sont pas contents, il faut acheter le billet d'avion et pas leur laisser le choix. Si tu peux te le permettre, le tout en restant safe évidemment. Et du coup réussir à se débrouiller, bah en fait je pense que quand tu pars quelque part à l'autre bout du monde et que t'es toute seule, t'as pas le choix. Donc apprendre à se débrouiller ça vient très vite, c'est pas non plus compliqué. Honnêtement, je sais pas. En fait j'ai souvent je sais pas, réussir à se débrouiller. Honnêtement partir en vacances à Bangkok c'est pas beaucoup plus compliqué que partir en vacances à Lyon. Donc si t'arrives à te débrouiller à Lyon, moi je pars du principe que t'arrives à te débrouiller à Bangkok. Ensuite on m'a dit ne pas savoir quoi faire, où aller. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, qui avaient peur de s'ennuyer parce qu'ils savaient pas quoi faire ou où aller. Je pense que je vais faire une vidéo complète sur comment organiser un itinéraire, que ce soit un road trip ou un itinéraire tout court, parce que moi j'adore organiser les itinéraires, c'est genre... Je suis trop contente, j'ai l'impression de déjà vivre le voyage pendant que je le prépare et après je suis encore plus contente quand je le vis et après j'édite la vidéo et j'ai l'impression de le revivre une troisième fois, donc ça c'est super cool. Voilà, ne pas savoir quoi faire, où aller, ben tout dépend de tes centres d'intérêt, mais honnêtement si tu voyages je crois qu'il est très peu probable que tu t'ennuies, à part si tu vas vraiment dans un endroit où il n'y a absolument rien, mais je vois pas pourquoi tu choisirais cet endroit à la base. Ce qui est aussi parfois très intéressant à faire, c'est tout simplement regarder les circuits organisés qui sont proposés et prendre ta voiture et faire exactement le même circuit, voilà, et ça c'est pas mal, mais en théorie tu choisis l'endroit où tu veux aller par rapport à tes goûts, donc il n'y a pas de raison que tu t'ennuies puisque tu auras choisi ce lieu pour des idées bien précises. Il y a aussi quelques personnes qui ont peur de l'avion. Si t'as peur de l'avion, ça sert à rien que je te dise que t'as vachement plus de chances de mourir en voiture que mourir en avion, parce que ça va pas t'aider, parce que je suis sûre qu'on te l'a déjà dit. Moi j'ai pas peur en avion. J'aime pas spécialement le décollage, mais qu'est-ce que tu vas y faire? Bonjour. Je sais pas. Je me dis, ça va pas aider. Je me dis que je pourrais mourir en traversant la route. Donc du coup, je préférerais mourir dans un avion en train d'aller ou de revenir de vacances de ouf. Parce que... je sais pas comment dire. Si tu prends jamais l'avion, parce que t'as peur de mourir en avion, ça veut pas te dire que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Donc du coup, je prends l'avion. Sinon je sais qu'il y a des... Ils commencent maintenant des espèces de sessions de formation, certaines compagnies aériennes, je crois qu'Air France le fait, pour aider justement les personnes qui ont peur de l'avion en leur proposant de
faire des genres de stages je crois, et tu peux parler avec le pilote et il t'explique plein de trucs. Ça a l'air vachement intéressant, mais il faut pas se focaliser sur les « et si » négatifs. Genre, oui, ton avion peut se crasher, mais tu peux aussi rencontrer, j'ai envie de dire, l'homme de ta vie dans l'avion, mais ça c'est nul parce que on devrait pas, l'homme de la vie ça devrait pas être le truc le plus ouf qui pourrait t'arriver, mais je veux dire, tu pourrais, je sais pas, accomplir tes rêves les plus fous si tu prenais cet avion. Et probablement pas mourir. Car c'est quand même assez rare les accidents d'avion. On me dit ici mon manque d'orientation. Oui c'est bête mais j'ai toujours peur de me perdre. Ben c'est marrant, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un la dernière fois. Moi j'ai un sens de l'orientation horrible. Horrible. C'est-à-dire que j'ai vécu 1 an en Australie, pour aller de chez Rob au supermarché, j'utilise le GPS. Le supermarché est à 2 km. Si je n'utilise pas le GPS, j'oublie où faut tourner. Et je tourne pas. Et du coup après je suis au mauvais endroit. Mais voilà, je sais que j'ai un sens de l'orientation pourri. Donc j'ai acheté un GPS à 300 €. Mon GPS c'est mon bébé, je l'ai tout le temps avec moi. J'ai les cartes mondiales dessus. Même quand on allait en Thaïlande et tout, j'ai le GPS dans le sac. Et quand on était à Bali et qu'on a loué un scooter avec mon frère, on avait Google Maps sur le téléphone. J'essaye d'avoir toujours mon téléphone avec assez de batterie, donc je me sers pas beaucoup de mon téléphone et j'ai tout le temps ma batterie externe qui est pleine aussi. Et voilà, j'ai Google Maps partout. Dans plein de pays où tu peux aller, je reprends l'exemple de la Thaïlande et de Bali parce que c'est les voyages que j'ai fait récemment, tu peux acheter des cartes SIM pour avoir internet. Du coup tu as accès à Google Maps. Du coup honnêtement, il faut juste savoir lire Google Maps et c'est pas compliqué à lire puisque tu as une flèche et après tu fais littéralement comme ça jusqu'à ce que tu sois tourné dans la bonne direction et tu marches dans la bonne direction. Donc le sens de l'orientation c'est vraiment pas un souci pour voyager parce que sinon je voyagerai pas. Honnêtement, les routes que je prends en voiture tous les jours, je suis incapable de les faire sans GPS. On me dit aussi manquer d'argent au cours du voyage, donc c'est un peu différent de la question de l'argent tout à l'heure. C'est sûr que quand je pars en vacances, j'essaye de prévoir un budget assez large. Je calcule, je compare avec d'autres personnes qui y sont allées et je prévois évidemment un petit coussinet de sécurité. On va dire si j'estime que mon voyage va me coûter 1 000 €, je vais pas avec 1 000 €, j'y vais avec genre 1 500 € parce que je me dis que voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, je préfère avoir des sous. Donc du coup, je prévois toujours un peu plus. Et puis après, je sais pas, si tu vois que tu galères parce que tu es en train d'exploser ton budget, c'est pas comme si tu allais dépenser tout ton argent en un jour. Moi je suis mon budget au fur et à mesure, je note mes dépenses et du coup j'arrive à savoir. Et puis si je vois que j'ai complètement explosé mon budget parce que j'ai eu un gros imprévu, et ben je vais adapter mes plans. Je vais peut-être annuler une sortie que j'avais prévue mais qui est payante, ou je vais peut-être tu vois, essayer de manger vraiment pas cher pour contrebalancer, etc. C'est pas comme si un jour t'allais dépenser tout ton fric et après le jour d'après t'en avais plus. Enfin techniquement ça se passe pas comme ça. Là on me dit aussi donc mon sens de l'orientation, on en a parlé, la barrière du langage on en a parlé, et perdre les papiers d'identité. Perds-tu tes papiers d'identité dans ta vie de tous les jours? Car moi non. Mes papiers d'identité sont toujours au même endroit et quand je suis en voyage, mes papiers d'identité sont toujours au même endroit. Si c'est quelque chose qui t'inquiète, tu peux faire comme moi, c'est-à-dire scanner tous tes documents d'identité, tout mettre dans un email, t'envoyer l'email et l'enregistrer dans un dossier à part. Je sais que si je perds mon passeport, si je perds mon permis, au moins j'ai un scan que je peux montrer si je dois aller à l'ambassade pour aller le faire, refaire, etc. J'ai ma carte d'identité, mon passeport, ma carte vitale, mon permis de conduire international, mes papiers d'assurance quand j'ai une assurance. Et je crois que c'est tout, mais j'ai tout dans un email et du coup je sais que même si je perds mon papier physique, ça va pas être non plus trop la galère. Et accessoirement les ambassades sont là pour ça, tu peux refaire des papiers en urgence. Évidemment c'est chiant, hein, ça n'est pas à ça que tu voulais passer tes vacances, mais c'est pas une raison pour pas voyager. Parce que il y a des gens qui ont pensé à ce problème, ils ont créé les ambassades. Je sais pas. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui parlait du coup d'un voyage d'1 ou 2 ans et qui m'a dit qu'elle avait peur de perdre ses amis si elle partait pendant 1 ou 2 ans. Et je comprends
la crainte, et je suis désolée de te dire que c'est 100% sûr que si tu pars 1 ou 2 ans, les relations que tu auras avec tes amis ne seront pas les mêmes quand tu reviens. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que toi tu vas changer en tant que personne. Entre avant l'Australie et après l'Australie, je peux dire avec certitude que je suis pas du tout la même personne. Je le remarque, j'ai évidemment retrouvé mes amis en rentrant en France et c'est super cool, je suis partie manger avec des copines, ma meilleure amie, bon elle et moi c'est, je sais pas, ça change absolument rien que je sois à 15 000 km ou que je sois à 2 km, donc ça c'est absolument cool. Pour les autres c'est sûr que ça a changé, pas pour tous, il y a peut-être des gens dont j'étais un peu moins proche, j'ai l'impression qu'on est tout aussi proches avant, et au contraire il y a d'autres personnes de qui j'ai été très proche où j'ai l'impression que il y a un énorme fossé qui s'est créé. Après c'est pas dramatique, je me rends compte que moi j'ai changé et je me rends compte que c'est pas que je ne les aime plus mais que il y a des choses qui me dérangeaient pas avant, qui me dérangent peut-être un peu maintenant, donc je fais aussi peut-être moins l'effort d'aller vers les personnes, mais si tu restes pendant 2 ans, ça veut pas dire que dans 2 ans tu seras toujours aussi proche de ces personnes parce que tu peux t'embrouiller pour je ne sais quelle raison, ces personnes peuvent déménager parce qu'elles ont eu une offre d'emploi ailleurs, etc. Enfin, il faut pas se bloquer avec les et si négatifs en fait, et c'est ce que j'arrête pas de répéter ça, mais c'est vraiment ça. Et si tu restes, est-ce que tu peux garantir à 100% que tes amitiés seront pareilles dans 2 ans? Non, tu peux pas. Donc c'est pas une raison pour moi pour ne pas partir. Même si je comprends la crainte et que la crainte est fondée et que je ferai peut-être une vidéo complète là-dessus parce que le retour d'un grand voyage c'est un truc qu'on aborde peut-être pas assez. Et honnêtement, je savais que j'allais en chier. Je savais pas à quel point. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qui vous bloquait. Donc globalement, la solitude, vous n'allez pas rester seul. L'argent, si tu commences à économiser, je suis sûre que tu arriveras à te payer au moins un petit week-end quelque part très rapidement. Et puis les pensées négatives, et je sais pas si tu te rends compte à quel point les pensées négatives influent ta vie, mais c'est dingue tout ce qu'on fait pas parce qu'on a automatiquement le cerveau qui vrille sur les pensées négatives, et faut pas. Et si à chaque fois, au lieu de se dire qu'est-ce qui pourrait être le pire qui pourrait arriver, on se demandait qu'est-ce qui pourrait être le mieux qui pourrait arriver, et tu sais pas. Donc bref, je te souhaite de trouver le courage de voyager un peu plus cette année, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et si t'as d'autres craintes ou d'autres remarques à faire, on peut en parler dans les commentaires, j'essaierai d'aller répondre à tout le monde dès que je suis rentrée de ce voyage que je suis en train de faire actuellement, car normalement quand cette vidéo sera postée je serai sur un bateau. On en reparlera si c'était pas le cas, je vais vous raconter toute cette histoire de bateau dans une autre vidéo. Ok, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder la pub Utip. À chaque fois que tu regardes 30 secondes, moi je gagne 5 centimes. Et ces 5 centimes là, toi ça te coûte rien. Donc ça les enlève pas de ton budget voyage, mais ça les rajoute au mien. Et ça je trouve ça assez cool. Dans tous les cas, on arriverait bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!